travail qui est déjà lourd. Et surtout, du coup, ce qui fait le lien, pardon, le lien avec la présentation d'après, c'est qu'un des boulots des cardiologues qui s'occupent d'un sens cardiaque ou pas d'ailleurs, c'est le rôle préventif qu'on a joué là-dedans. Qui prescrit les vaccins chez ces patients? Qui, c'est-à-dire, pas qui dit aux patients qu'ils doivent se faire vacciner. Qui prescrit les vaccins? Qui fait les ordonnances de vaccins? Peut-être qu'on posait la question après. Parce qu'à chaque fois, en fait, on attend que les médecins généralistes le fassent pour la consultation pneumo, pour la consultation endocrinologique, pour les vaccins. Et en fait, je pense qu'il y a une grande inertie à cause de ça et qu'il faut faire maintenant. Merci. Non, mais c'est pas. Et puis je travaille, je suis très contente de travailler avec les médecins généralistes. Et mais en fait, il faut avancer. En fait. Faut avancer. On a chacun notre place à jouer. Vous ne laissez pas. Merci beaucoup pour ce teasing, Anne-Iris, c'est vraiment parfait. Élodie Blanchard, moi je suis pneumo-infectio au CHU de Bordeaux et donc merci beaucoup pour cette invitation à parler vaccination parce que je vois que ça intéresse et je pense que c'est vraiment une super évolution dans la cardio mais aussi dans la pneumo parce qu'il y a 10 ans on s'y intéressait beaucoup moins donc je suis plutôt ravie de ça. Donc j'ai quelques liens d'intérêt qui sont en lien avec les vaccins, parce que j'ai pas mal travaillé avec globalement tous les laboratoires, ce qui fait que je ne me sens pas trop en conflit d'intérêt. Alors tout d'abord, pourquoi? Je vais passer assez vite parce que ça a été très bien dit tout à l'heure. Je veux juste revenir, si vous voulez bien, sur l'épidémie de grippe qu'on a vécue cette année, qui a été quand même particulièrement importante. Le dernier bulletin Santé publique France qui fait la synthèse de cette épidémie montre que quand même c'est plus de 6 millions de consultations cette année pour syndrome grippal. C'est beaucoup plus que les années précédentes. Si on regarde les hospitalisations, eh bien on a plus de 18 000 hospitalisations, plus de 1700 en réanimation avec une part très importante des plus de 65 ans. Si on regarde le profil des patients qui étaient en réanimation, ce sont le plus souvent donc, des plus âgés, des patients qui vont faire une grippe A qui est traditionnellement plus sévère que la grippe B, et des patients comorbides, plus de 86% d'entre eux, non vaccinés, et quand même on a des recours à des ventilations non invasives ou invasives qui sont quand même très importantes. Et puis si on parle maintenant mortalité, eh bien vous voyez que cette année on a battu malheureusement des records, avec plus de 1600 décès et avec 90% de ces décès qui sont portés par les plus de 65 ans aussi. Donc là, de façon générale. Et si on regarde un peu la circulation des virus grippaux, elle a été un petit peu atypique cette année, puisqu'on a eu une co-circulation de 3 virus, 2 virus de grippe A, dont un seul seulement était une souche vaccinale, donc il y en a un qui n'était pas couvert par le vaccin, et une souche B. Et puis donc finalement, la grippe a complètement effacé l'épidémie Covid cette année, puisque si on revient un petit peu sur cette épidémie-là cette fois-ci, on a quand même une activité qui est restée assez faible, avec une circulation majoritaire du variant Omicron et apparenté. Mais finalement, quand on regarde qui sont les patients qui présentent un Covid grave, eh bien, finalement, certes, on n'en a que 326 qui ont été déclarés, hein, c'est que du déclaratif, ça aussi, il faut quand même faire très attention, versus plus de 1800 cas pour ce qui est de la grippe en réanimation. Principalement des plus de 65 ans, des patients comorbides très bien, des patients non vaccinés dans les 6 mois précédents, on va revenir sur les recos vaccinales. Mais quand même, il y a plus de 2800 décès qui étaient déclarés avec une mention de Covid sur le certificat de décès, ce qui interpelle sur le fameux trigger infectieux qui va pousser à la décompensation cardiaque. Peut-être que les Covid en eux-mêmes ne sont plus très graves. En revanche, leur rôle de facteur déclencheur d'une décompensation chez des patients qui présentent des maladies chroniques est peut-être toujours présent. Et principalement chez les patients âgés. Et juste pour vous mettre un petit peu la couverture vaccinale actuellement du vaccin Covid, on n'est même pas à 22% des patients à risque. Hein. Là, c'est plus de 65 ans. Et je voulais vous parler de VRS aussi, parce qu'en tant que cardiologue, vous allez être, si ce n'est déjà le cas, rapidement
au courant de tout ça. Le VRS, c'est un virus à ARN. Il y a 2 sérotypes, le sérotype A et le sérotype B. C'est un virus qui se transmet par inhalation de gouttelettes respiratoires ou par contact. L'incubation, c'est 2 à 8 jours. Le plus souvent, c'est des transmissions intrafamiliales avec une saisonnalité quand même assez nette entre novembre et mars. Et surtout, une immunisation qui est vraiment très mauvaise. Et donc, on peut avoir des réinfections fréquentes au sein même d'une saison. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a parfois des tableaux itératifs. Alors, les symptômes, parfois, c'est rien du tout. Si on fait des PCR dans la population générale, on va trouver des PCR positifs chez des patients qui n'ont aucun symptôme. Parfois, c'est le petit rhume, le plus souvent, chez l'immunocompétent. Parfois, c'est la bronchiolite chez le nourrisson ou chez le greffé cardiaque, par exemple. Et puis parfois, c'est la chute chez le sujet âgé ou la décompensation cardiaque. Et puis parfois, c'est l'exacerbation, pour ce que je connais mieux, de la BPCO ou de l'asthme. Et puis parfois, c'est la pneumonie. Et on a plusieurs études, françaises notamment, qui ont comparé la sévérité d'une pneumonie AVRS versus une pneumonie grippale, et elle n'est pas moins grave. Clairement, elle est sous-estimée parce que avant la pandémie Covid, les PCR qu'on appelle maintenant quadriplex, c'est-à-dire influenza A, influenza B, VRS et Covid, étaient bien moins répandus et donc on documentait moins ces infections. Et on se rend compte maintenant qu'on les cherche, qu'on les trouve, et que finalement les outcomes cliniques ne sont pas moins sévères en cas de pneumonie AVRS qu'en cas de pneumonie grippale. Donc, c'est important de connaître ce virus. En termes de chiffres, qu'est-ce que ça représente au niveau français? Donc, tous ces chiffres-là sont pas très précis. Je pense qu'on aura des chiffres un petit peu plus précis dans les années à venir, compte tenu justement de cette généralisation des PCR. Ce que je vous montre là, ce sont des extrapolations, des estimations à partir de données européennes, notamment hollandaises et danoises, où on a une culture de la PCR un petit peu plus nette. En tout cas, en ambulatoire, ça semble représenter plus de 280 000 consultations, avec un sous-diagnostic très net. En termes d'hospitalisation, par extrapolation à ce qui se passe ailleurs en Europe, on atteint les 25 000 hospitalisations, principalement chez les plus de 65 ans, par son rôle de décompensation de maladies chroniques. Et en termes de décès, je vous ai montré cet histogramme. Heureusement, les bébés qui ont des bronchiolites AVRS meurent très très peu de leur bronchiolite. En revanche, les personnes âgées pour lesquelles on entend beaucoup moins parler d'infection AVRS meurent beaucoup plus. Et donc ça, c'est clairement quelque chose qu'il faut qu'on ait tous en tête, que ce soit les pneumologues ou les cardiologues. Et puis, quels vont être les facteurs de risque de faire une infection grave AVRS? Eh bien, il y a eu plusieurs études sur ce sujet. Je trouve que celle-ci est assez visuelle. C'est une étude prospective américaine qui a estimé l'incidence des hospitalisations liées au VRS dans 2 cohortes américaines. On voit bien l'augmentation du taux d'incidence en fonction des tranches d'âge de façon assez nette et l'incidence des comorbidités qui va être très importante pour ce qui concerne les comorbidités respiratoires, mais également pour les comorbidités cardiaques, que ce soit la maladie coronarienne ou l'insuffisance cardiaque. Et vous voyez qu'apparaît là aussi l'obésité. Donc si on fait une petite synthèse des facteurs de risque d'infection AVRS qui sont bien identifiés dans la littérature, alors il y a l'âge, ça c'est vraiment le premier facteur de risque et c'est ce qui va justifier les recommandations que je vais vous montrer tout à l'heure. Le fait d'avoir une maladie respiratoire chronique, alors en tant que pneumologue, maladie respiratoire chronique, ça ne veut rien dire, c'est comme vous, maladie cardiaque chronique. On trouve quelques données sur BPCO, pneumopathie interstitielle diffuse, asthme sévère et insuffisance respiratoire chronique. Le diabète, également l'insuffisance cardiaque et les maladies cardiaques chroniques, je suis navrée, je ne peux pas vous en dire plus. Et bien sûr les immunodéprimés, notamment les patients atteints de cancer ou d'hémopathie maligne, et bien sûr les transplantés, notamment nos transplantés cœur et poumon. Voilà pour le VRS. Un petit mot du pneumocoque avec des données françaises. Alors le tableau est un peu lourd, mais je vais vous aider.
C'est des chiffres d'une cohorte prospective qui a réuni plusieurs hôpitaux. Il y a 2 périodes d'études, 2014-2017, 2018-2022. Et l'objectif, c'était de décrire les cas d'infection invasive à pneumocoque. Alors attention, une infection invasive à pneumocoque, c'est la mise en évidence du pneumocoque dans un site stérile. Une pneumonie à pneumocoque peut ne pas être invasive. On peut ne pas avoir de bactériémie associée à la pneumonie. En revanche, une méningite est une infection invasive à pneumocoque. Et ce qui est intéressant, c'est que si on s'intéresse aux insuffisants cardiaques, vous voyez qu'il y en a 16% qui ont fait une infection invasive à pneumocoque dans cette cohorte. Il y en avait 900 dans la première période et plus de 1000 dans la deuxième période. Et on a quand même une mortalité qui est importante, puisqu'on a 29% d'admission en soins intensifs ou réanimation et 20% quasiment de mortalité hospitalière. Donc c'est une infection grave dont on décède. Ce qui est important de noter aussi, c'est que dans les 12 derniers mois, ces patients ont vu un médecin en consultation dans 80% des cas ou en hospitalisation dans 44% des cas. Pour autant, seuls 7% étaient vaccinés. Donc là, il y a clairement une perte d'opportunité de vaccination qui conduisent à des situations de mortalité évitables pour des patients que l'on sait être à risque d'infection invasive à pneumocoque. Et donc ces cas évitables, justement, ils ont été chiffrés. Déjà dans cette population, 85% des cas étaient considérés comme à risque d'infection à pneumocoque. Et si on regarde les données pour lesquelles on avait le sérotype, c'est-à-dire quasiment tous, puisqu'on avait mis en évidence le pneumocoque, ce n'était pas que sur des antigénuries, eh bien, parce qu'on va reparler des couvertures sérotypiques par les différents vaccins, on avait 56% des cas qui étaient évitables par une vaccination par le Prevnar 20. Une infection sur 2, c'est plus d'une infection sur 2, c'est intéressant, particulièrement quand c'est une infection mortelle dans 20% des cas. Et je vous montre ici la couverture sérotypique par les différents vaccins. Donc en rouge, c'est le Prevnar 13, vous le connaissez. En vert, c'est le Prevnar, c'est le vaccin conjugué 15 valent que vous ne connaissez pas et c'est normal maintenant, il n'est pas utilisé chez l'adulte pour le moment. Et le PCV20, c'est le Prevnar 20, c'est celui qui est maintenant recommandé. Donc vous voyez qu'avec le Prevnar 20, on en éviterait quand même beaucoup. Premier message. Deuxième message, les couvertures vaccinales. Ça, c'est une étude française, alors qui a été quand même sponsorisée par Pfizer, qui est le labo qui commercialise le Prevnar, sur la base des dossiers du SNDS. Et globalement, l'objectif, c'était d'évaluer le remboursement des vaccins pneumococciques dans les populations cibles de la vaccination, c'est-à-dire les populations dites à risque qui sont à gauche, pathologie chronique, qui représentent 6 millions de personnes en France, et la population dite à très haut risque, qui sont les immunodéprimés, qui représentent plus d'1 800 000 personnes en France. Donc j'attire votre attention sur les patients qui ont une cardiopathie congénitale qui ne sont pas vaccinés à plus de 5%. Pour ce qui vous concerne, les patients insuffisants cardiaques qui ne sont pas vaccinés à plus de 5%. Les pneumologues ne font pas mieux que vous, ou un tout petit peu mieux, donc c'est pas... Voilà. Pour ce qui est des immunodéprimés, on voit que par exemple les greffés d'organes solides, dont les greffés cardiaques, les greffés pulmonaires, c'est partie de cette frange-là, on ne voit pas très bien, là, mais globalement, il n'y a aucune barre qui dépasse les 14%. Donc en fait, on est dans une situation qui est absolument dramatique et une mortalité qui est évitable. Et d'ailleurs, c'est en tout cas la raison de mon investissement sur cette thématique de la vaccination, parce que clairement, on fait quand même pas toujours aussi bien avec des traitements qu'avec un vaccin, en fait. On se rend compte en termes de mortalité. Et puis, pour revenir sur le lien entre infection et événements cardiovasculaires, je ne vais pas revenir là-dessus parce que Anne-Iris vous l'a super bien montré, entre les effets directs et indirects. Je veux juste vous montrer ce risque d'infarctus du myocarde dans les 7 jours et vous montrer que quand même les infections grippales, grippe A, grippe B, VRS multiplient de façon importante le risque d'infarctus du myocarde. Il faut aussi noter chez ces patients qui sont quand même parfois âgés
les risques de perte d'autonomie, et ça aussi c'est très important, hein. On a clairement des patients qui sont autonomes à la maison jusqu'à une grippe ou une pneumonie, et après c'est terminé. Et puis je voulais vous parler de l'évaluation de l'efficacité des vaccins. Et je prends l'exemple de la grippe. Ça ne va pas être très très compliqué, vous allez voir. Il y a différentes façons d'évaluer l'efficacité d'un vaccin, soit en mesurant la réponse anticorps que ce vaccin va générer, ça c'est l'efficacité dite immunologique, l'immunogénicité. Ça implique un corrélat de protection, c'est-à-dire que ça veut dire qu'un seuil d'anticorps est associé à la prévention d'une maladie. C'est le cas par exemple pour l'hépatite B, on connaît le taux d'anticorps nécessaire pour prévenir une hépatite B, d'anticorps anti-HBs. Pour la grippe, alors là, c'est beaucoup plus difficile. Pour le Covid, ça a été le cas à l'ère initiale, ça n'est plus du tout le cas. En tout cas, pour ce qui est des vaccins grippaux, ça s'est abandonné dans leur développement. Il y a l'efficacité clinique, donc là, c'est l'essai clinique randomisé, c'est-à-dire on vaccine ou pas, et on regarde l'apparition de la maladie dans ces deux groupes. Ça, c'est, j'ai envie de dire, le gold standard, mais ça prend beaucoup de temps. Et puis, il y a l'efficacité dite en vie réelle, qui repose sur des études observationnelles. Soit on compare la survenue de l'événement dans un groupe vacciné ou non vacciné, soit on fait des études qu'on dit tests négatifs, c'est-à-dire qu'on regarde chez des patients qui ont une PCR grippale positive versus ceux qui ont une PCR grippe négative, ceux qui ont été vaccinés ou pas. Et donc, c'est comme ça, le plus souvent, que les essais actuels sont faits. Mais il y a une autre façon de faire qui, je pense, va plus vous intéresser en tant que cardiologue, parce que là, je vois que je vous perds. Et vous avez raison. Mais par exemple, il y a une façon qui va plus vous accrocher, c'est de se dire, moi, je veux savoir si le vaccin grippal, maintenant qu'on m'a dit que la grippe est associée à plus d'événements cardiovasculaires, si mon patient qui a une insuffisance cardiaque va moins mourir s'il est vacciné versus non vacciné. Et donc maintenant, il y a de plus en plus d'essais qui nous montrent dans différentes populations l'efficacité sur des critères, pour reprendre ce que disait Pierre Dos Santos, sur des critères durs, tout du moins pas trop mous, c'est ça, qui nous montrent l'efficacité de ces vaccins. Et donc dans cette étude de cohorte danoise, qui quand même a considéré plus de 130 000 patients, on avait une couverture vaccinale variable. Tout du moins, ont été mis en évidence une réduction de 18% du risque de mortalité toute cause et une réduction également du risque de mortalité de cause cardiovasculaire chez des patients vaccinés versus non vaccinés, a fortiori quand ils étaient vaccinés tous les ans. Et vous voyez qu'il n'y a pas de débat sur les intervalles de confiance, quoi. Aucun débat. Donc en fait, oui, un vaccin, ça prévient une infection grave, mais ça prévient la mortalité chez vos patients. Tu peux redonner le chiffre de réduction du risque relatif de mortalité toute cause par le vaccin? Ce que tu viens de dire? 18%. La réduction du risque relatif de mortalité toute cause par mon traitement, je peux le rappeler? Pareil. Mais c'est d'ailleurs pour ça que le vaccin grippal est noté sur le même grade que les statines post-infarctus. Ça veut dire qu'en fait, la réduction de mortalité par les vaccins, nous, on fait des traitements d'insuffisance cardiaque. Et à la limite, vous réduisez autant la mortalité des patients en leur prescrivant des vaccins en leur prescrivant des traitements d'insuffisance cardiaque. Pas les quatre. Non, mais la distinction. Mais la distinction comme c'est l'effet d'amniosé. cause de mortalité cardiovasculaire quand même. 20% de réduction du risque de ce 20%, on l'observe depuis combien de temps? Là, c'était dans l'année, c'était à 12 mois. Dans l'année, donc c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Et là, on parle que de mortalité cardiovasculaire, mais on peut parler de perte d'autonomie, d'apparition d'un diabète, de risque d'AVC. Enfin, vraiment, c'est très important. Une autre étude, parce que je me suis dit que la première n'était pas assez convaincante peut-être pour vous, mais en fait j'avais tort finalement, qui est une méta-analyse de 6 essais cliniques qui a considéré plus de 9000 patients, des patients qui étaient vaccinés versus placebo entre 2000 et 2021. Donc là, j'entends bien, 2000-2021, il y a tout un tas de prises en charge qui ont dû changer sans aucun doute.
Tout du moins, la réduction du risque d'événements cardiovasculaires était là aussi absolument majeure et particulièrement importante dans le sous-groupe des patients qui avaient fait un syndrome coronarien aigu récemment, c'est-à-dire dans les 3 mois. Je savais qu'il fallait que je parle de mortalité pour les cardiologues. Donc je pense que c'est très important que vous associez les vaccins dans votre stratégie thérapeutique. Je ne vais pas vous faire la liste de ce qui se passe pour la vaccination pneumocoque, de ce qui se passe pour la vaccination Covid. C'est globalement la même chose, en un peu moins robuste sur le plan des données quand même, parce qu'on a un peu moins de patients vaccinés tout simplement, mais on a les mêmes résultats. C'est la même tendance. Mais je les ai quand même mis en backup si vous voulez vraiment qu'on en discute. Donc maintenant, comment on fait? Alors, on a différentes recommandations vaccinales. C'est sûr qu'elles sont changeantes. Donc, c'est pas toujours facile de les suivre. C'est pour ça que la SPLF, qui est la Société de pneumologie de langue française, a missionné le groupe de recherche en pneumo-infectio, dont je fais partie, pour élaborer un guide pratique de vaccination dont j'ai amené quelques exemplaires là. Qui est sous la forme entière sur le site de la SPLF, mais qui est aussi sous format Pocket, que vous pouvez demander gratuitement. On va faire une application aussi pour updater un petit peu plus facilement que le papier, parce que sinon c'est pas très écolo. C'est sûr que ça évolue, pour autant c'est quand même pas hyper compliqué, vous allez voir. Pour ce qui concerne la grippe, vous n'en connaissez peut-être qu'un, voire 2. En tout cas, cette année, nous n'avions qu'un seul vaccin. C'était le vaccin dit à dose standard, c'est-à-dire à 15 microgrammes d'hémagglutinine A et 15 microgrammes d'hémagglutinine B. Globalement, donc c'est le Vaxigrippe. Voilà. Il se trouve qu'il y a 2 autres vaccins qui ont montré une efficacité plus importante et pour lesquels la HAS a émis une recommandation en faveur de leur utilisation il y a 1 mois, je crois, avril, un petit peu plus d'1 mois, pour la saison prochaine. Donc vous allez en entendre parler. Ce sont les Fluelda, dont vous avez peut-être déjà entendu parler parce qu'on l'a eu l'année dernière. C'est un vaccin haute dose, c'est-à-dire à 60 microgrammes, 4 fois la dose du vaccin standard, qui a montré une nette amélioration sur des outcomes d'hospitalisation et de mortalité. Et son positionnement, c'est chez le plus de 65 ans. Et on a un nouveau vaccin, c'est un vaccin qui a déjà été développé dans d'autres pays, notamment aux États-Unis, qui est un vaccin inactivé mais avec un adjuvant, qui lui aussi qui s'appelle Fluad, qui sera disponible l'année prochaine. Entre ces 2 vaccins dits améliorés, c'est peut-être un terme que vous entendrez, il n'y a pas de différence significative pour le moment. Ils n'ont pas été comparés l'un à l'autre, bien sûr, mais dans les différents essais, il n'y a pas de grande différence. Et donc, la HAS n'a pas émis de recommandations préférentielles entre les 2. En revanche, ce qu'il faut dire, c'est que les pharmaciens, ils ont déjà fait leur commande de vaccins et que ça, c'est sorti quasiment en même temps de leur commande. Donc, si vous voulez que votre patient soit vacciné avec un vaccin amélioré parce qu'il a plus de 65 ans et que donc vous avez tout intérêt à mettre un vaccin avec une meilleure immunogénicité, il va falloir que vous précisiez le nom. Sinon, le pharmacien, il va donner le vaccin grippal qu'il a en stock et il y aura plus du Vaxigrippe que de l'Efluelda ou du Fluad. D'autant qu'en termes de prix, on est x4 quand même. Alors, on n'est pas sur les vaccins VRS à 250 € dont on va parler tout à l'heure. On est plus autour de 50 €. Mais bon. Moins de 65 ans avec immunogénie ou des choses comme ça, c'est accessible? Alors, pour le moment, c'est hors AMM. Pour le moment. Mais tu vois, par exemple, dans le guide vaccin, sur la partie transplantation pulmonaire, il a fallu à un moment qu'on mouille un peu la chemise. C'est un chapitre que j'ai écrit avec Benjamin Viplos, qui est infectiologue au Kremlin-Bicêtre. On a des données chez l'immunodéprimé, donc nous, on l'a proposé hors AMM. Et clairement, moi, je vais vacciner mes transplantés pulmonaires avec du Fluad ou de l'Efluelda, hors AMM. Pour revenir sur ce que tu disais, commençons déjà par prescrire le vaccin. On est d'accord, on est bien d'accord. Il est déjà même pas donné, exactement. C'est pour ça que, en fait, il ne faut pas se cacher derrière une complexité apparente des recommandations, en fait. Si vous ne savez pas si le patient il a eu son Prevnar il y a 5 ans, mais en fait, on s'en fiche, quoi. Vous lui prescrivez et puis terminé, quoi. Pareil pour la grippe. Enfin.
Donc voilà, bon, c'était pour vous dire que sur les vaccins haute dose ou le vaccin adjuvanté, on a une meilleure réponse anticorps. Par contre, on a une plus grande réactogénicité, donc ils vont avoir un petit peu plus mal au bras. Il faut le dire quand même. C'est important de ne pas sous-estimer les effets secondaires des vaccins si on veut qu'ils soient acceptés. Pour le SARS-CoV-2, comme vous le savez, en avril, on a une nouvelle campagne de vaccination. On reste sur la même mouvance, c'est-à-dire une vaccination annuelle pour les patients considérés à risque, biannuelle pour les patients considérés à très haut risque, c'est-à-dire les plus de 80 ans, les résidents en EHPAD, du SLD, les immunodéprimés, et puis bien sûr leur entourage. On peut réduire ce délai de 6 mois à 3 mois chez ces patients très âgés, globalement qui ont une immunosénescence ou une réponse vaccinale pas terrible. Et on ne s'occupe plus de combien de vaccins on a eu. C'est pas très facile pour les patients qui souhaitent se faire vacciner, parce qu'en fait, il y a de moins en moins de centres de vaccination, mais même en pharmacie, c'est pas si facile, quoi. À l'automne, je pense que ça va changer, et puis on va en discuter. Il y a des perspectives de vaccins combinés qui peut-être aideront aussi à l'acceptabilité. Il faut juste se souvenir aussi que pour le Covid, il y a quand même un traitement antiviral qui est très efficace, qu'il ne faut pas oublier chez les immunodéprimés. Clairement, c'est toujours dommage de voir des patients en réanimation pour Covid grave. On en voit encore, particulièrement des patients sous immunosuppresseurs. Il existe des antiviraux. Le VRS, donc on en a parlé, il y a 2 vaccins qui sont actuellement disponibles. Le premier s'appelle Arexvy, il a été développé par GSK, c'est un vaccin bivalent, monovalent, avec un adjuvant, et un vaccin qui a été développé par Pfizer qui s'appelle Abrysvo. Globalement, la HAS a recommandé la vaccination de la population générale à partir de 75 ans, parce qu'on a vu que l'âge était le principal facteur, et de la population à partir de 65 ans pour les patients qui ont des maladies respiratoires chroniques, et il est noté tel quel dans les recos, particulièrement BPCO, puisque le VRS a été associé à une décompensation de BPCO, mais également à l'insuffisance cardiaque, et c'est noté comme ça, pour son rôle dans les décompensations. Il y a 3 vaccins en fait qui ont eu une autorisation européenne. Il y a donc le vaccin Arexvy, le vaccin Abrysvo, mais aussi un vaccin à ARN messager dont vous entendrez probablement parler parce qu'il va quand même être mis à disposition, qui s'appelle mRESVIA. Globalement, les 3 vaccins ont été mis sur un pied d'égalité. Ils n'ont pas été comparés, bien sûr, les uns par rapport aux autres, et dans les critères de jugement de l'essai clinique qui a permis leur AMM, les définitions d'infection AVRS étaient un petit peu différentes, ce qui ne permet pas de comparer stricto sensu les chiffres. Donc globalement, retenez que vous pouvez utiliser les 3, ceux qui sont disponibles, quoi. Le truc, c'est que pour l'instant, ces vaccins ne sont pas remboursés. Alors on devrait en savoir un petit peu plus à la fin du mois. On espère qu'ils le seront pour la saison prochaine, parce que ça veut dire qu'il faut commencer à vacciner nos patients rapidement, quoi. Globalement, le prix est libre en officine, donc il y a des fourchettes entre 200 et 350 €, quoi. C'est quand même, c'est pas donné, et en même temps. Mais c'est pas le prix du coût du traitement mensuel, comme par exemple on parlait du traitement d'obésité. Tout à fait, c'est un one shot. Ouais. Tout à fait. C'est one shot, voilà, c'est pas tous les ans ou Alors pour l'instant, il n'y a pas de données qui justifient d'une revaccination, mais ces données arrivent. Donc peut-être qu'au bout de 2 ans, au bout de 3 ans, on ne sait pas encore bien, mais ce sera de toute façon réévalué. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut tout à fait le co-administrer avec le vaccin de la grippe. Ça, je vous ai dit par la revaccination, et donc il va y avoir des actualisations en fonction des données qui arrivent, notamment chez l'immunodéprimé, puisque je vous ai dit que le VRS nous posait un problème pour les immunodéprimés, particulièrement les transplantés pulmonaires ou cardiaques. Et donc on espère bien positionner cette vaccination dans cette population-là, et on commence à avoir des données en vie réelle, particulièrement américaines, qui sont très intéressantes. Pour ce qui est du pneumocoque, vous connaissiez le schéma combiné Prevnar 13 Pneumovax avec une revaccination proposée à 5 ans dans les hauts risques, les très hauts risques.
Il n'y avait pas de recommandation basée sur l'âge. Depuis, ah oui, alors pourquoi est-ce que ce schéma-là ne tient plus? Eh bien parce que il y a plein de sérotypes de pneumocoque. Alors il peut paraître imbuvable cet histogramme, mais en fait il est simple, vous allez voir. Globalement en bleu, c'était l'épidémiologie des infections à pneumocoque en 2001. Et puis en rose, c'est en 2020. Donc vous voyez que les sérotypes qui sont contenus dans le Prevnar 13, il n'y a plus de barre rose. Donc il n'y en a quasiment plus en 2020, sauf le sérotype 3 qui est un sérotype qui pose problème parce qu'on voit bien que les vaccins ont du mal à protéger contre ce sérotype. En revanche, il y a plus de barres roses un petit peu derrière. Il y a une émergence de sérotypes non vaccinaux. Donc il a fallu que les labos développent des vaccins adaptés à cette épidémiologie. Et donc, c'est pour ça qu'on a le 15 valent et le 20 valent, qui est le Prevnar 20, qui ont été développés et qui comprennent ces sérotypes-là. Donc, alors, c'est une autre façon de dire les choses. Les sérotypes sont en haut et la composition des différents vaccins est là. Ils sont maintenant tous conjugués à une protéine. Le Pneumovax, par exemple, n'était pas conjugué à une protéine et clairement, la réponse immunitaire conférée par le Pneumovax est mauvaise. C'est un vaccin qui a été associé au Prevnar 13, mais enfin, tout seul, c'est vraiment catastrophique. Donc maintenant, il y a toujours une conjugaison protéique, parce que la durée de protection est plus longue, parce qu'il y a une prévention du portage. Et puis, le choix des sérotypes, bien sûr, c'est pas au hasard, c'est selon l'épidémiologie, et puis c'est les sérotypes qui vont être plus associés à une mortalité ou à des infections graves. Et vous voyez que le 20 valent, c'est le rose, là, celui qu'on a actuellement. Celui qui arrive très très vite, parce qu'il a déjà l'AMM, c'est le 21 valent. Et vous voyez qu'il a une couverture qui est parfaitement complémentaire. Donc il n'est pas exclu que l'année prochaine, une fois qu'on a fait le Prevnar 20, on fasse le 21 valent. Justement parce que ce n'est pas 20 plus 1, ce n'est pas les mêmes 20. C'est d'autres sérotypes encore qui seront complètement complémentaires. Et ça ne va pas être très facile à expliquer, je pense. Le 21, c'est pas comme le 20, une fois et ensuite les autres. Pour le moment, oui. Après, on a toujours des données qui arrivent avec le temps, quoi. En tout cas, aujourd'hui, voilà, 14 juin 2025, aujourd'hui, dès lundi, vous pouvez mettre sur votre ordonnance le Prevnar 20. Vous serez tranquille. Globalement, la HAS dit c'est une vaccination unique. Pour ceux qui feraient partie des 10% de bien vaccinés, il n'y a pas de rattrapage vaccinal, c'est-à-dire que vous pouvez attendre 5 ans avant de faire le Prevnar 20. Pour ceux, vous ne savez pas, peut-être il y a eu un vaccin pneumocoque il y a 1 an, vous le faites 1 an après et puis c'est tout, quoi. Et puis encore une fois, c'est pas très très grave de faire 2 vaccins espacés d'1 an. Il vaut mieux le faire que de ne pas le faire, quoi, clairement. Ça, c'était pour le pneumocoque. Je vais juste vous dire un petit mot de Zona, parce que vous en avez peut-être entendu parler de ce vaccin Zona, parce qu'il y a une très grosse campagne médiatique. Vous savez que le Zona, c'est une récurrence du virus varicelle. Cette récurrence augmente avec l'âge, donc c'est cette fameuse éruption vésiculeuse métamérique qui, le plus souvent, évolue favorablement, mais quand même dans 30% des cas, on a des douleurs post-zostériennes et puis des formes très graves chez l'immunodéprimé. Les facteurs de risque de Zona, c'est l'âge, le premier, et les immunosuppresseurs. Et quand on regarde les différents facteurs de risque de Zona, il y a quand même cardiovasculaire disorder. Je le vois marqué, alors je ne sais pas ce que ça veut dire encore une fois. Moi j'étais contente, j'avais asthme et BPCO déjà, c'était bien. J'avais même transplantation et cancer. En tout cas, on a maintenant 2 vaccins. On avait 2 vaccins, on n'en a plus qu'un qui est beaucoup plus facile, qui s'appelle le Shingrix, qui est un vaccin protéique sous-unitaire qui du coup est administrable aux patients sous immunosuppresseurs, ce qui n'était pas le cas du précédent. Ces 2 injections espacées 2 mois. Il est recommandé chez l'immunodéprimé, il a une efficacité qui est très importante, c'est vraiment très intéressant. Il a une AMM dès 18 ans. Il doit être proposé chez l'immunodéprimé dès 18 ans. Dont les patients qui ont un cancer ou quand il y a un projet de transplantation ou déjà transplanté, et en population générale, dès 65 ans. Il y a un délai de 1 an après un épisode de Zona, mais même ce point-là est en train d'être discuté.
Peut-être dans 2 ans, ce sera bon. Et donc, comme je voulais pas trop vous embêter avec toutes ces recommandations vaccinales, je vais m'arrêter là pour les recos. Je vais juste lister avec vous des petites situations qui font que vous ne vaccinez pas et à tort. Par exemple, l'anticoagulation, parce que on a tous appris que les vaccins, ça se faisait en IM, et que l'anticoagulation, quand même, il ne faut pas faire d'IM. Effectivement, bullshit. On est d'accord avec ça. Il vient pour chimiothérapie, bon ça ne vous concerne pas trop, mais si on change et qu'on dit il vient pour poussée d'insuffisance cardiaque, je ne sais pas comment vous dites, décompensation. Bon, vous pouvez dire ça. En tout cas, pour moi, poussée d'insuffisance cardiaque, ça me parle. Est-ce qu'on peut le vacciner ou pas? Bah oui, justement, c'est une opportunité de le vacciner. Sinon, on se retrouve dans les 7% là, de couverture vaccinale et les 80% qui voient leur spécialiste. Donc on a honte, quoi, en fait. Donc oui, chimiothérapie, oui, poussée d'insuffisance cardiaque, oui. Est-ce qu'il faut attendre 15 jours entre le vaccin pneumocoque et la grippe? Et non, en fait, je pense qu'on a beaucoup pâti finalement d'une mesure de pharmacovigilance. C'est-à-dire que quand il y a eu les premiers vaccins Covid, il était licite de bien vouloir différencier les effets indésirables associés à la vaccination Covid seule de la vaccination grippale. Et donc, il y a eu un message très clair des autorités sanitaires de différer de 15 jours, pas pour des raisons de tolérance ou de moins bonne efficacité, mais de surveillance. Et maintenant qu'on a des données, en fait, on s'affranchit complètement de ça, mais c'est un peu resté dans les têtes, et ça, c'est un vrai problème, parce qu'on se retrouve avec des gens qui, entre-temps, vont faire le pneumocoque, et puis 2 semaines après, comme on était au mois de novembre, j'ai eu le VRS, j'ai eu le rhume, et donc du coup, j'ai pas fait le vaccin grippal, et du coup, je rentre en janvier pour la grippe, pour l'infarctus du myocarde 7 jours plus tard, et en fait, c'est quand même dommage, quoi. Donc en fait, on peut faire les deux sans aucun problème. Et le rhume, d'ailleurs, n'est pas non plus une contre-indication à la vaccination. Voilà, par exemple, il a 38,5 et il faut qu'il se remette parce que 38,5, c'est une contre-indication. Pas du tout, en fait. Un sepsis grave, clairement, c'est pas le moment. On sait qu'il y a une immunosidération, il n'y aura peut-être pas forcément une réponse vaccinale parfaite. Mais un rhume, c'est absolument pas une contre-indication. Donc tout ça, il faut vraiment se dire, je pense, on en parlait pour l'obésité, mais c'est la même chose pour les vaccins. C'est sûr que c'est un temps dans la consultation où il faut interroger sur le statut vaccinal. On a clairement en France un problème de traçabilité, on ne sait pas ce qui a été fait, comment, c'est pas déclaré, donc clairement c'est pas facile. Mais j'espère vous avoir convaincu que vous sauvez des vies en fait quand vous vaccinez vos patients. C'est pas rien de le dire. Donc ça va avec votre prise en charge autre. Et c'est particulièrement important. On a les armes pour en fait. On est dans un pays où on a la chance d'avoir les armes pour. On a des recommandations vaccinales qui sont parfois difficiles à suivre, mais quand même je pense que les sociétés savantes peuvent aider à s'y retrouver. Donc il y a une adaptation, oui, qui est nécessaire à l'épidémio, mais bon, tout ça se simplifie et effectivement, c'est pas si compliqué. En tout cas, tout ça, ça n'a pas d'utilité si, in fine, vous ne prescrivez pas la vaccination. Et donc c'est vrai qu'en pneumo, on a fait ce petit guide-là, qui est, vous pouvez tout à fait le trouver sur ce lien. SPLF, c'est pour Société de pneumologie de langue française. Il y a 3 entrées, il y a pathogène, pathologie, question générale. Alors c'est sûr que vous vous en fichez de la BPCO et de l'asthme, mais si vous remplacez BPCO par insuffisance cardiaque, vous allez en fait avoir les mêmes recommandations, clairement. Il y a plein de bordelais d'ailleurs qui ont travaillé parce que c'est moi qui les coordonnais. Donc il y a Arnaud Morat qui a fait l'HTAP, il y a les pharmaciens, on a fait plein de choses. Un petit point, c'est qu'il y a maintenant un élargissement des compétences vaccinales. Donc le pharmacien peut vacciner, l'infirmier peut vacciner, peut prescrire la vaccination, et donc il faut vraiment les encourager à ça. Et vous voyez que tout ce groupe, il est là. C'était franchement très intéressant. C'était une belle collaboration avec la Société de pathologie infectieuse et la Société de microbio. Et je pense que là, c'est la 2e mouture, parce qu'il y a eu une première version qui est sortie en mars 2020. C'était pas un très bon timing. Mais là, 2024, c'était un peu mieux.
Voilà, je vous remercie. Ah oui, il y a un petit point quand même. C'est ça, c'est-à-dire que il faut aussi qu'on pense à nous. En tout cas, moi, en tant que pneumo-infectio, eh ben, ça me fait mal quand je vois des grippes nosocomiales. C'est important qu'on soit aussi responsable en tant que soignant. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Je voulais vous poser une question sur la dernière diapo. Est-ce que vous recommandez que les soignants se vaccinent contre le pneumocoque? Alors non, parce qu'ils ne sont pas à risque et qu'il n'y a pas de transmission bien établie. Chez les soignants, les recommandations, c'est grippe, VRS, varicelle et rougeole. Et ça, j'attire votre attention sur la rougeole, parce qu'il y a une épidémie actuellement qui nous pend au nez pour les immunodéprimés. En tout cas, il y en a quelques-uns qui commencent à passer et ça ne se passe pas très bien. Les soignants doivent être vaccinés contre la rougeole, c'est-à-dire 2 injections. Pour ceux qui n'ont eu qu'une injection, il faut en faire une deuxième. Mais pour l'instant, le pneumocoque, non. Peut-être que le VRS, on va y arriver. Hein. Une autre remarque, nous on est des très bons élèves à Bordeaux-Nord, depuis qu'Ariane l'IPA est arrivé. Avant, on ne vaccinait pas du tout. Et donc parfois, voilà. Si quelqu'un d'autre arrive, En fait, je pense que les IPA, c'est clairement hyper efficace. Hein. On voit bien, on a fait une petite étude à Bordeaux sur la couverture vaccinale pré-transplantation. Alors moi, j'étais très confiante, parce que c'est moi qui m'en occupe. Donc je m'étais dit que moi, quand même, c'était un sujet qui me tenait à cœur. Donc forcément, voilà, franchement, j'ai été désespérée parce qu'en fait, on ne peut pas être derrière tout le monde. Et puis, il y a machin qui, du coup, avait la prescription, mais il n'y est pas allé, puis c'est pas tracé. Donc en fait, très vite, on perd la main. Et je pense qu'effectivement, ces relais très importants que sont les infirmières de coordination, les IPA, mais aussi les pharmaciens, sont, je pense, des leviers très efficaces qu'on peut mettre en place quand on a les moyens. Une dernière question en rapport avec les 2 topos précédents. Est-ce qu'il y a des fois où les incidents cardiaques qui font des décompensations à répétition ou des infections pulmonaires, vous êtes amené en tant qu'infectiologue à proposer un traitement au long cours, un traitement sur l'année, comme un immunodéprimé, quelqu'un qui a une splénétomie pourrait prendre Non. Non, parce que dans ces cas-là, ça veut dire qu'il y a un bilan d'immunodépression à faire. Est-ce qu'il n'y a pas un DICV qui explique les infections respiratoires à répétition? Est-ce qu'il n'y a pas une BPCO qu'il faut traiter avec des exacerbations? Il faut rappeler que les exacerbations de BPCO, elles sont d'origine infectieuse dans 90% des cas quand même. Donc, tout du moins, elles sont déclenchées par l'infection. Donc, mais un traitement antibiotique au long cours, tel qu'on peut le faire chez les aspléniques ou chez les déficits immunitaires primitifs, non, on ne fait pas. C'est écologiquement pas terrible. Juste l'ARS, elle n'envoie pas le domicile. Mais je pense que vous l'avez dit, mais je n'ai pas dû faire très attention. Je pense que c'est ce qui a été pris, le Zona. Donc c'est 2 injections et ensuite on ne refait plus un an, Non. 5 ans, on oublie. On oublie, et d'ailleurs il y a des données sur 10 ans qui montrent encore une efficacité très intéressante. Donc c'est un vaccin qui marche vraiment bien. Et le VRS pour l'instant, mais ça peut évoluer, on n'a pas encore l'enquête. Mais c'est ça, c'est qu'en fait finalement les études VRS, là on a des données sur 3 saisons. On voit bien qu'à la fin de la première année ça diminue encore à la 2e année. Donc sur les 3 vaccins que je vous ai montrés, il y a des études de revaccination qui sont en cours, dont on aura les données prochainement. Sans aucun doute, ça ne va pas durer toute la vie, c'est sûr, il faudra revacciner à un moment. Et pourquoi vous n'envoyez pas à domicile? Pourquoi l'ARS Bah oui, bien sûr. Parce que, Oui, je suis d'accord. Comme elles font pour le cancer colorectal, Tout à fait. de faire son dépistage pour le cancer colorectal, de se faire Tout à fait. vacciner. Quoi. Bah, parce que en nous, fait, c'est quand même un bien combat sûr. permanent, parce que ce qu'on disait, la grippe, ça, ils sont OK. Après, le Covid, tous les 6 mois, c'est Oui, ça c'est net, on est bien Covid, d'accord. tous les ans, c'est difficile. À un moment donné, s'il y a des données qui sont envoyées au domicile, aussi les patients... Tout à fait, d'autant que l'assurance maladie a quand même ces informations d'ALD. Donc ils savent qui est insuffisant cardiaque, qui est insuffisant respiratoire chronique. Donc c'est vrai que le plus efficient, et c'est ce qui se passe au Danemark, et c'est ce qui fait qu'ils ont des couvertures vaccinales qui sont super, c'est qu'en fait, le patient reçoit chez lui, voilà, vous devez faire ça, ça et ça, voilà vos bons de vaccination, vous allez chez le pharmacien. Et en fait, le médecin, il est chanté parce que c'est le patient qui est acteur de sa propre C'est les santé. patients qui l'ont découvert à travers les ateliers d'éducation thérapeutique, ils sont venus nous voir, mais il faut que je me vaccine. Bah oui, il faut que vous vous vacciniez.
Et en fait, voilà. C'est surtout ça. Pour le dire d'une manière différente et non politiquement correcte, le principe au barrage à ça, c'est les médecins. Oui, tout à fait d'accord. Oui. Enfin, les médecins et donc les médecins généralistes et un peu le conseil de l'ordre par la même Ça, c'est occasion. pas normal. Mais ah mais non, on est au centre du machin, on est au C'est centre pas du vrai. truc. Voilà, mais c'est ce qui fait que ça, le principal local, comme des c'est nous. En tout cas, si on regarde les études sur les raisons de la mauvaise couverture vaccinale, la première raison, c'est la non-proposition. C'est pas la défiance, le refus, c'est la non-proposition. Donc ça, c'est quand même un vrai problème. Et effectivement, il y a des guerres de clochers qui sont pas très productives. Après, dans le rôle de l'éducation, objectivement, je passe ma vie à passer avec Bernard et il y a quand même pas mal de patients qui partent avec l'ordonnance. Qui ne font pas. À expliquer l'important, je ne fais pas une endo sur un point de table de toute façon. Et malgré tout ça, de temps en temps, 3 mois plus tard, par exemple, mon collègue, est-ce que vous avez fait le vaccin? Ah ben non. Tout à fait. Donc en fait, c'est aussi difficile, malgré le fait de dire les injections pneumatocoques, c'est grave, c'est un premier trigger de vaccin. C'est quand même assez dur et il y a un gros point aussi, je pense, à travailler là-dessus. Ah ouais, je suis Est-ce qu'il complètement y a des d'accord. flyers à destination des patients qui leur expliquent? Non. Parce que ça, c'est très bien. Nous, on va leur expliquer, ça dirait 5 minutes, et puis dans la semaine, ils Tout à ont fait. oublié. S'ils ont des vrais flyers qui expliquent ces données de mortalité. Mais c'est pour ça que l'assurance maladie doit se saisir de ce problème-là. Et bon, enfin, il y a différents collectifs. Hein. Moi, je fais partie de 2 collectifs. Il y a les livres blancs. Il y a le livre blanc de ceci, de cela. Bon, bah, il y a aussi le livre blanc de la vaccination. Il y a un collectif qui s'appelle Majeurs et vaccinés qui porte tout ça à l'Assemblée. Enfin, il y a des actions en fait. Mais clairement, on voit bien que c'est très difficile parce que c'est coûteux, c'est des sous à investir avec des retours qui ne sont pas immédiats. Et c'est bon. Pourtant, quand on voit cette mortalité évitable, enfin, moi, j'avoue que je ne sais plus trop comment faire, quoi. Et du coup, peut-être en notre hospitalier, ça pourrait être intéressant d'être doté de vaccins. Alors ça, il y a encore un autre problème, puisque les vaccins, c'est sur le budget de la CPAM, c'est le remboursement CPAM. Et donc l'hôpital, la pharmacie de l'hôpital dit « Ah bah oui, mais moi, j'ai pas à porter le poids des vaccinations des patients qui devraient aller chercher leur vaccin. » Voilà. Donc en fait, c'est 2 budgets différents. Donc, par exemple, moi j'ai négocié avec la pharmacie parce que c'est un sujet qui m'intéresse, j'ai des Prévenards dans mon frigo. Mais c'est le cas à Olévec, ça a été refusé à Pellegrin et à Saint-André. Vous voyez que c'est même pas homogène au sein d'un même établissement. Donc, alors là, il y a probablement des discussions sur le budget prévention-vaccination, parce que typiquement les vaccins VRS, ils ne sont pas encore remboursés en ville, mais ils sont en rétrocession hospitalière, c'est-à-dire que pour les patients, typiquement les patients transplantés qui viennent, on peut les prescrire sans reste à charge pour le patient, mais à charge pour l'hôpital. Et donc le pharmacien m'a tout de suite appelé en disant tu vas en faire combien là? Parce que voilà. C'est sûr qu'à 300 € le vaccin, tout de suite ça. Ce qui est extrêmement dommage, parce que ça éviterait tous ces problèmes-là où ils sortent avec la prescription et qu'ils ne le font pas. Ah mais c'est sûr. Il y a le voisin qui a dit Exactement. moi j'ai trop mal toléré. Là par exemple pour le Shingrix, jeudi dernier, j'ai une patiente qui m'a dit moi, mon médecin traitant, elle est un peu récalcitrante au Shingrix parce que vraiment, il y a un effet indésirable très important sur le bras. En fait, le Shingrix, c'est un vaccin qu'il faut, comme normalement tous les vaccins, il ne faut pas les purger parce que le produit est très réactogène. Donc dès que le produit est en contact avec la peau, pouf, ça devient tout rouge. Et en fait, ce médecin que j'ai appelé, elle purge à chaque fois. Donc en fait, à chaque fois, Il ne faut pas qu'elle ait au bout de l'aiguille. ben voilà, exactement. Donc c'est dommage de se dire qu'il est mal toléré, mais en fait on n'a pas complètement administré comme il fallait. Enfin, en fait, on est dans une situation où on ne se comprend pas. Enfin, bien sûr, juste
pour le Covid, on a réussi à avoir une certaine traçabilité. Tout à fait. Sans savoir qui est vacciné, etc. Ouais. J'arrive pas à comprendre. Ouais, moi non plus. Ah ouais. Moi non plus, et clairement, quand il y a eu l'application Tous Anti-Covid, moi je me suis dit, bon bah ça y est, finalement ça a enclenché une traçabilité, mais pas du tout, après ça a disparu. Il y a eu pas mal d'échanges institutionnels avec mesvaccins.net. Je ne sais pas si vous connaissez ce site qui est super bien fait, hein, franchement, où là aussi le patient est acteur de sa santé, parce que là aussi je pense que c'est quand même pas mal de responsabiliser les patients. Ils mettent leur profil, le médecin traitant a accès, le spécialiste aussi, et en fait le patient reçoit une alerte, vous avez ça, ça et ça, donc il faut que vous soyez vacciné contre ça, ça et ça. Et donc il y a eu des discussions pour que mesvaccins.net soit implémenté dans le DMP, que les patients le reçoivent. Sauf que mesvaccins.net, c'est une entreprise privée, qu'il fallait des sous, qu'il fallait une interconnexion avec les logiciels métiers des généralistes, et en fait, in fine, ça fait 10 ans qu'on en entend parler, et voilà. Donc je suis bien d'accord. Mais de toute façon, dans le DMP, donc, on a le carnet vaccinal, et donc chacun a son espace santé. Donc dans l'espace santé, il y a même des protocoles, vous avez le droit, je ne sais pas, 60 ans, votre bilan de santé. Ce serait pourtant faisable d'intégrer un carnet vaccinal dans le DMP. D'ailleurs, c'est déjà le cas. Le problème, c'est que c'est pas renseigné, quoi. Pour que ça soit implémenté dans le DMP, il faut que les logiciels. Exactement. Alors, il faut que les logiciels des professionnels de santé, puis maintenant les infirmiers peuvent les faire, les pharmaciens peuvent les faire. Il faut que tout le monde. Les infirmiers, ils sont beaucoup en mobilité. Aujourd'hui, en étant complètement en mobilité, ils n'ont pas de logiciel interfacé. Ils ont le terminal de paiement, mais ils n'ont pas de logiciel interfacé. Donc, il y a l'interfaçage, il y a, jusqu'à maintenant, quand il est prescrit, il y a le fait de dire que tu envoies le truc dans le DMP, ce que beaucoup de gens ne veulent pas faire pour des raisons, là aussi on revient à la discussion de tout à l'heure. Globalement, les vaccins, t'es sûr qu'ils sont quand c'est le pharmacien qui fait. Exactement. Voilà. Parce que eux, en fait, le fait qu'ils le mettent est dans le contrat et dans la valorisation. Et dans la valorisation. C'est-à-dire, c'est pas versé. Ils ne sont pas payés, exactement. Tu n'auras pas les trucs. Voilà, voilà, encore une fois, il y a tous les outils pour le faire, et informatique, et on sait plus juste avec notre petit doigt. On a parlé des vaccins un peu saisonniers et surtout respiratoires, mais beaucoup de patients âgés, des intervenants qui arrivent avec un schéma vaccinal, on n'a rien depuis des années. Et l'historique de l'annonce, c'est plus. Donc quand on a tout ça, c'est un schéma privilégié, un schéma conformé. Globalement, il est d'usage de ne pas faire plus de 3 vaccins le même jour. Mais en fait, c'est juste un usage, hein, parce qu'il n'y a rien qui dit qu'on ne peut pas en faire plus. Globalement, si on est en novembre, il vaut mieux faire grippe, Covid, pneumocoque, et puis, on fait des séquences. Mais moi, souvent, quand on est dans cette situation-là, nous, ça se présente souvent en cas de bilan pré-greffe pulmonaire, par exemple. On fait un petit programme, quoi. Voilà, on leur dit, très bien, là, vous allez faire les 3 ensemble, et puis quand vous ferez la 2e injection du Shingrix, vous ferez vous ferez l'autre, enfin on fait comme on peut. Qui ne prescrirait pas de vaccin et va se mettre en enfer? Ah, c'est gagné alors. Le Prévenard, c'est demain. Lundi. Après-demain. Et puis les vaccins saisonniers, grippe, Covid, on est automne, oui. Automne, ça veut dire qu'on commence en septembre, parce que de toute façon, ceux qu'on voit en septembre, on ne les revoit pas. Oui, tout à fait. Donc, ça veut dire que pour qu'ils l'acceptent à l'automne, il faut en parler maintenant. Parce que qu'est-ce qu'on risque à faire un vaccin qui a été, parce que souvent c'est ça. Rien, franchement rien. Faire des vaccinales. Donc de refaire un pneumo, alors qu'ils ont été vaccinés. Rien. Si ils ont eu un pneumocoque dans les 6 mois, il peut y avoir des phénomènes d'hyporéponse, mais en fait, ils s'en souviennent dans les 6 mois. Moi, souvent, quand ils me disent « Oh là là, je ne sais plus, je suis à jour », je dis « Non, en fait, j'aimerais savoir quel vaccin vous avez eu cette année. » Et là, en fait, ils me disent « Aucun. » Très bien. Donc, dans ces cas-là, je fais le Prévenard, et quelque part, ça me suffit, quoi. Parce que dans les 5 ans, ils ne s'en souviennent pas, mais dans l'année, souvent,
La couverture vaccinale, vous voulez dire? L'infection zona, non, c'est faible, hein, je l'ai mis juste avant. Hein. Oui, oui. Bah, d'ailleurs, je peux vous dire que si la France a tardé à le rembourser, parce que le Shingrix, il est disponible depuis 5-6 ans aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne et en France, on n'arrivait pas à le faire passer. Ce qui a convaincu les autorités françaises, ce sont les études médico-économiques en termes de recours aux soins, donc de consultation et de prescription de l'Irica, de machin, de trucs pour les douleurs post-zostériennes. Donc oui. Un patient de moins de 65 ans qui a fait un zona, est-ce qu'on va lui conseiller de se faire vacciner avant 65 ans par exemple? Alors, bah, j'ai envie de dire, ce serait licite. C'est pas encore écrit comme ça dans les recommandations, en dehors d'une immunodépression. Mais c'est vite fait, hein, sous anti-TNF pour une polyarthrite, bim, zona. Là, merci beaucoup. Merci. Je te laisse fermer parce que je ne vais pas faire de bêtises avec ton... Merci. Bah, de rien. Hein. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de convaincus. Ouais, mais...